Donc bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, comme il est convenu de dire plutôt. Moi, je m'appelle Mathieu Ozano, je suis le directeur du Shift Project. Je suis un peu ému ce matin, je vous l'avoue, pour diverses raisons, mais pour plusieurs raisons, mais la principale étant que ce projet dont on va vous présenter les résultats intermédiaires est vraiment pour nous crucial dans la suite du développement des travaux du Shift Project. Je vous présente un peu la journée. Je reviendrai ensuite sur la nature de ce projet, pourquoi est-ce qu'on produit un rapport intermédiaire et quelle est l'ambition, en tout cas celle du Shift, derrière ce projet dans un second temps. Alors, je commence par jouer pardon, mon rôle de maître de cérémonie en vous résumant un petit peu la journée. On a effectivement ce matin un événement qui est retransmis en ligne jusqu'à midi, avec quelques centaines de personnes qui sont en train de se connecter. Tout va bien, ça marche, super. Euh, et, euh, et vous, présents ici, je vais résumer en disant acteurs économiques et politiques du territoire breton, sur euh, des enjeux qui sont concernés par des enjeux qui sont à la fois transverses sur l'avenir du territoire et sur des enjeux économiques spécifiques qui sont explorés dans le projet qu'on vous présente ce matin. Précisément, on va démarrer par la présentation de ce rapport intermédiaire, j'y reviendrai dans un instant, puis une table ronde qui sera animée par notre chef de projet, Yannick Selman, sur ce projet, avec Anne-Valérie Auboin, qui est directrice de la prospective à l'AFPA, euh, William Chou, je prononce bien, de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Bretagne, et puis Pascal Gérardin, directeur de logistique de Ouest Boisson et administrateur de Bretagne Supply Chain, pour justement commenter, apprécier ce qu'on vous présente dans ce rapport intermédiaire. Ça sera suivi par une séance de questions-réponses. Notamment, on essaiera de donner du temps aux personnes qui sont en ligne. Et puis, voilà, aux alentours de midi, on clora ce webinaire. Pour ceux qui sont ici cet après-midi, ben, on va tester un peu, dans le cadre d'ateliers collaboratifs, comme on fait systématiquement lors de la publication des rapports intermédiaires au Shift, les perspectives qui sont ouvertes par ce travail, euh, avec une configuration qui est assez originale et emblématique de ce qu'on veut faire dans ce rapport intermédiaire, c'est-à-dire chercher à apprécier des enjeux transverses, structurels, comment en fait les secteurs qu'on a explorés dans ce rapport intermédiaire, le logement, le fret, l'agro-industrie, la culture, et puis les enjeux économiques et en particulier emploi qui a derrière, se touchent, s'atteignent, sont connectés, et comment c'est essentiel à nos yeux de regarder cette connexion pour envisager le but du jeu, c'est-à-dire, en tout cas le but du jeu qu'on cherche à animer, dont c'est la vocation pour le chiffre d'animer, de jouer à concrètement, ici et maintenant, se passer d'énergie fossile d'ici une génération. Donc c'est ça qu'on explore dans ce travail. Qu'est-ce que c'est que ce rapport intermédiaire et quel est l'objet de la mise en débat aujourd'hui, à la fois avec la table ronde, puis avec les rapports, puis avec les ateliers? C'est de observer comment le Shift propose de mettre à disposition un prisme qui est un prisme un peu différent de l'approche économique classique. Donc le rapport intermédiaire, ce rapport intermédiaire qu'on met en question maintenant, est un prisme qui est en cours de fabrication. On n'a pas terminé. On vous propose de regarder comment et pourquoi est-ce qu'on le fabrique. Et ce prisme, eh bien, il obéit au principe qui est celui de l'ensemble des travaux du Shift, qui consiste à regarder l'économie d'abord et avant tout comme un phénomène physique et technique, qui se regarde, qui s'interprète sous des angles, à travers des grandeurs qui sont des grandeurs physiques et techniques, objectives, des joules, des tonnes et des personnes. On estime au Shift qu'il est indispensable, lorsqu'on parle de climat et de sortie de l'énergie fossile, de commencer par utiliser
ce prisme d'un regard, de porter un regard sur l'organisation économique comme un phénomène, avant tout un phénomène concret, finalement, c'est-à-dire un phénomène physique qui se regarde dans des grandeurs physiques et techniques avant d'être regardé avec le prisme habituel des euros. Donc c'est ça qu'on explore, c'est ça qu'on vous propose d'explorer avec ce travail, observer quelles peuvent être les dynamiques de transformation concrète de l'organisation des systèmes économiques concrets, matériels de l'économie bretonne, et apprécier les voies de transformation qui découlent de ce regard, l'utilisation de ce prisme physico-technique plutôt que le prisme en général qui absorbe toute la lumière des débats sur la transition bas carbone, qui est le prisme des euros. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser le prisme des euros ou que le prisme des euros n'est pas pertinent. Ça veut dire que ne pas utiliser le prisme des tonnes, des joules et des personnes qui font ou qui ne peuvent pas faire, qui sont prêtes à évoluer ou qui ne sont pas prêtes à évoluer dans leur pratique de travail ou de consommation, j'allais dire, c'est regarder les choses par le petit bout de la lorgnette. Donc ça, c'est le prisme de travail du Shift sur l'ensemble de nos travaux. Ici, on a tenté, on a pris le risque. C'est pour ça que je suis un peu ému parce que c'est une étape pour nous qui est essentielle de confronter notre prisme très macroscopique ou très sectoriel, mais avec les secteurs souvent isolés dans les travaux du chiffre jusqu'à présent, et d'appliquer ce prisme à l'organisation concrète d'un territoire qui a beaucoup de spécificités, mais qui a aussi beaucoup de points communs avec d'autres territoires, d'autres régions en France, qui est l'économie bretonne. Donc c'est ça qu'on vous propose d'explorer. Nous ne faisons que vous proposer un prisme, mais ce prisme, il ne sera utile que si vous l'utilisez. Et la première étape pour nous, c'est de bien vérifier avec vous qui serez, j'espère, les premiers utilisateurs du prisme qu'on propose, sa pertinence, sa solidité. Et c'est pour ça que systématiquement, en Shift, on fait des rapports intermédiaires qui sont là pour être critiqués, réfutés, améliorés. Et puis, on se donnera rendez-vous effectivement le début septembre, le 12, je crois, lors du Forum économique breton, lorsque le prisme sera prêt. Le prisme qui permettra d'interpréter des choses sur la capacité du territoire breton à évoluer dans une approche physique, avec un regard physique et technique, et une approche systémique, connectant euh, les différentes activités qui consomment aujourd'hui, qui sont tributaires des énergies fossiles. Et on espère que ce prisme sera utile pour la région Bretagne, mais aussi pour d'autres régions françaises, la région Grand Est notamment étant nous accompagnant avec la région Bretagne, l'AFPA et l'ADEME, que je remercie vivement, étant également la région Grand Est partenaire de ce projet. Donc voilà. On fabrique un prisme, il est en cours de fabrication. Dites-nous ce que vous voyez à travers ce prisme, si ça a du sens pour vous. Aidez-nous à améliorer ce prisme. Et puis, lorsqu'on aura, grâce à vous, amélioré la qualité de ce prisme, eh bien, on espère qu'il vous sera utile et qu'il sera utile aux acteurs économiques bretons et puis qu'il sera utile à d'autres acteurs dans d'autres régions qui ont des points communs dans ce chemin historique qu'il faut emprunter de la décarbonation de nos économies. Je vous remercie beaucoup. Et puis, je laisse la parole à Yannick Selman, chef de projet, que je remercie et que je félicite pour son travail, qui va animer une présentation d'une heure où vont se succéder chacun de nos chefs de projet, qui vont se présenter très bien, bien mieux que moi, puisqu'en plus, je suis trop long, pour vous expliquer un peu voilà, l'état, les questions qu'on s'est posées et l'état d'évolution de la fabrication du prisme qu'on vous propose. Je vous remercie beaucoup. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Valérie Auboin, donc directrice de la prospective à l'AFPA, euh, Pascal Gérardin, directeur logistique de West Boisson et administrateur de Bretagne Supply Chain, et William Chou, qui est élu à la Chambre des métiers de l'artisanat de Bretagne. Merci à vous d'être là. Alors,
on a vu notamment dernièrement dans la dernière partie la question de l'emploi et des compétences qui est extrêmement importante pour la décarbonation de l'économie. Et sur ça en particulier, je voudrais revenir en cohérence avec tous les enjeux de transformation sectorielle et intersectorielle. Euh, on pourrait ouvrir la discussion. Alors la question, ça va être comment permettre justement aux entreprises et aux salariés de développer les compétences nécessaires à la décarbonation de l'économie bretonne. Comment anticiper et organiser dès aujourd'hui les formations nécessaires et finalement permettre à chacune et chacun de trouver son chemin dans la transition, de minimiser les tensions de recrutement pour les entreprises, c'est un petit sujet, on va dire, et finalement de réussir cette transformation. Alors, la première question sera pour toi, Anne-Valérie. Alors, c'est d'abord nous présenter un petit peu au niveau de l'AFPA, comment vous abordez cette question de l'impact de la décarbonation sur les compétences, notamment, et peut-être nous dire un mot des enjeux d'une approche régionale de cet impact. Donc, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je suis ravie d'être présente ici au Centre AFPA de Rennes et je remercie le Shift pour la présentation déjà de ce riche rapport intermédiaire. Donc, je crois qu'on est tous d'accord sur la nécessité aujourd'hui de la décarbonation, notamment de 3 secteurs qu'on a vus, du fret, de la mobilité et du logement, qui représentent aujourd'hui à peu près 136 000 emplois, je crois, au niveau de l'échelle de la Bretagne. Et du coup, qu'une décarbonation mal orchestrée pourrait avoir un certain nombre d'incidences sur les acteurs économiques et le niveau de l'emploi, et qui a vraiment du coup un enjeu à avoir aujourd'hui une approche structurée et des investissements réalisés au bon moment pour que la décarbonation soit vraiment source de richesse pour la région. Donc l'AFPA est aujourd'hui au niveau national un des membres fondateurs de l'ONEMEV, qui est l'Observatoire des métiers et des emplois de l'économie verte du ministère de la Transition écologique, et également siège au REC, qui est le réseau emploi compétences au niveau de France Stratégie, et qui est déjà dans ses réflexions autour de la prospective métier de l'évolution des emplois et des compétences. Et l'agence œuvre notamment sur l'évolution du système de certification, des certifications professionnelles et l'évolution de l'offre de formation. Donc aujourd'hui, l'agence a développé tout un programme d'incubateurs de compétences pour le compte du ministère du Travail pour pouvoir faire évoluer justement cette offre de certification, merci, et cette offre de formation. Donc les démarches incubateurs de compétences sont des formations expérimentales en lien avec les métiers de demain, les métiers d'avenir, pour lesquels il n'y a pas encore d'offre de formation stabilisée, d'offre de certification stabilisée, et sur lesquels on travaille avec les acteurs, avec les entreprises, pour pouvoir co-construire l'ingénierie de formation et les certifications de demain. Donc, on travaille à la fois sur des incubateurs de compétences qui sont très importants pour nous, car au-delà déjà de la politique du titre, puisque l'agence s'occupe de la révision de 250 titres professionnels pour le compte du ministère du Travail, sur tous les métiers du secteur de l'industrie, du bâtiment et du tertiaire, qu'on révise déjà tous les 3 à 5 ans, donc où on intègre au fil de l'eau les évolutions, notamment liées à la transition écologique. On travaille également sur ces métiers d'avenir. Et le territoire breton a déjà été un territoire d'incubateur de compétences pour l'agence, puisqu'il a accueilli au centre AFPA de Lorient déjà 2 incubateurs sur les métiers de technicien supérieur en maintenance éolienne et sur le métier d'ouvrier du génie écologique, et qui ont donné lieu à la création de ces 2 certifications en 2020. Et pour vous illustrer un peu les programmes qu'on a en cours, on travaille notamment sur la filière hydrogène, sur lesquels on se retrouve dans l'approche du Shift Project, notamment sur une approche qui vise à décarboner un mode de transport qui va être compliqué à décarboner, que sont les poids lourds, et sur lequel on travaille, nous, sur la filière hydrogène, qui l'électricité produite par électrolyse sur une électricité bas carbone peut être un bon vecteur.
Et du coup, on a mis dès 2016 cette filière hydrogène en surveillance et avec l'accélération des différents programmes, on en arrive aujourd'hui à déployer 4 incubateurs de compétences sur 13 centres AFPA, dont un ici à l'UDEAC, qui va porter sur le métier de technicien supérieur véhicules industriels et nouvelles énergies, que ce soit du coup l'électricité avec ou pile à combustible à hydrogène ou au biogaz. Donc, à chaque fois, de ce qu'on observe de nos démarches incubateurs, c'est qu'il y a toujours une genèse. On voit sur la filière hydrogène, on va plutôt accompagner une filière qui est en croissance, du coup, dans son développement. Pour vous citer un autre exemple d'incubateur, il y a celui qu'on porte sur le métier de chargé d'opération en commissionnement du bâtiment, où là, on est sur une autre genèse. Ça va être un métier qu'il va falloir qu'on puisse accompagner, qu'on puisse pousser, parce qu'aujourd'hui, dans le secteur du bâtiment, on voit les évolutions se font plutôt par les évolutions des métiers et des compétences, se font plutôt par des évolutions réglementaires. Et quand on a mis en surveillance du coup vraiment cette filière du bâtiment avec les acteurs, puisqu'on travaille toujours avec les acteurs, les branches, les filières professionnelles, on s'est rendu compte que dans la filière métier, il y allait avoir un trou dans la raquette qui est sur ce métier de chargé d'opération, commissionnement du bâtiment et qui demain sera le garant de la performance énergétique des bâtiments, qu'on soit sur de la construction neuve ou qu'on soit sur des projets plus de rénovation globale. Et là, cette genèse-là, va falloir qu'on accompagne et qu'on pousse cette démarche incubateur et qui est notamment portée en région Grand Est sur l'AFPA de Colmar. Mais même si cet incubateur est porté sur une autre région, c'est bien dans le but d'irriguer les besoins en emploi compétences au niveau national. Donc voilà, sur ces démarches incubateurs de compétences qui sont en tout cas très riches sur ce continuum emploi-compétences et qui, si on pouvait résumer, de toute façon, aucune compétence ne saurait se faire sans les compétences adaptées. Voilà. Très bien, merci Transition. beaucoup Anne-Valérie. Et on voit l'intérêt de ces expérimentations régionales qui puissent servir finalement à tout le monde. Alors Pascal Jardin, je me tourne vers vous. La question pour vous, c'est d'abord quel état des lieux vous faites de la prise en main de ces enjeux de décarbonation dans votre filière et comment vous vous organisez par rapport à ça et peut-être en particulier sur ces enjeux d'emploi compétences. Bonjour à toutes et tous. Donc, comment est-ce qu'on prend ces enjeux de décarbonation dans la filière, et notamment dans le fret, et en tout état de cause pour les grossistes de manière générale? Déjà, il y a une réelle prise de conscience et on voit bien que c'est le sens de l'histoire, en fait, et qu'on doit forcément y aller, à la fois parce qu'il y a des éléments qui nous sont imposés, mais pas que, parce que, en fait, le sens de l'histoire veut qu'on laisse une belle planète pour nos enfants, et ça, je pense que ça tient à cœur à tout le monde. Donc ça, c'était juste pour contextualiser un petit peu l'affaire. Comment est-ce qu'on prend en compte cette décarbonation? Donc il y a plusieurs actions qui sont menées sur à la fois la formation de nos chauffeurs, sur la transformation énergétique de nos flottes et aussi sur nos bâtiments où on essaye de décarboner un maximum. Alors, chez les grossistes, on n'est pas des gros consommateurs d'énergie, je dirais en électricité de manière générale, parce qu'on n'a pas de machine-outil. On est juste, nous, des entrepositaires, on stocke de la matière et ensuite, on va la livrer, on l'achète, on la stocke et on la livre. D'accord? Mais en revanche, on essaie de travailler sur du relamping, sur des actions comme ça qui permettent de réduire considérablement nos énergies, nos consommations d'énergie. Sur les flottes, de véhicules, on l'a vu tout à l'heure, 99% du fret est encore en routier thermique. Donc, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce qu'en fait, pour les grossistes en boisson, on roule essentiellement avec des camions 12 tonnes. On a besoin d'aller dans des milieux ruraux et aussi en hypercentre des grandes villes. Je vais prendre l'exemple de Rennes. Et donc, en fait, il faudrait qu'on différencie notre flotte pour pouvoir essayer d'adapter et répondre au mieux aux besoins de nos clients et évidemment à tout ce qui est environnemental. Et c'est là où c'est un peu plus compliqué pour nous. Et je vais parler un peu de Bretagne Supply Chain, puisque je suis aussi administrateur de Bretagne Supply Chain. Le rôle de Bretagne Supply Chain est en fait de trouver de la cohérence dans toutes ces réflexions, parce qu'aujourd'hui, on est encore en phase de réflexion. L'exemple de West Boisson, on roule essentiellement au baissant. C'est transitoire, c'est pas transitoire. Aujourd'hui, on ne le sait pas trop. Biocarburant. Oui, c'est biocarburant.
On a des confrères avec qui on benchmark beaucoup, on travaille beaucoup, on se challenge beaucoup, savoir s'il faut passer au gaz, s'il faut passer à l'électrique. Et on a les mêmes contraintes en hypercentre ou en milieu ruraux. Et le rôle de Bretagne Supply Chain là-dedans, en fait, qui a un rôle majeur, en fait, c'est de donner de la cohérence et de donner un fil conducteur à toutes ces réflexions-là. Donc ça, c'est réellement important. Et tout ça, ça travaille sur la décarbonation. On parlait tout à l'heure aussi de formation de nos salariés, de nos collaborateurs. Aujourd'hui, alors il y a deux actions essentielles qui sont menées chez les grossistes. C'est l'éco-conduite. Tous sont formés en éco-conduite et tous nos camions sont équipés de logiciels qui permettent de challenger nos salariés, nos conducteurs, nos chauffeurs-livreurs sur leur éco-conduite. Et on voit des résultats qui sont quand même assez probants. Et ensuite, on a aussi on a créé un module de formation chauffeur-livreur, parce qu'on parle beaucoup de chauffeurs, mais dans les grossistes en boisson, on livre 70% de notre temps et on conduit 30% de notre temps. Donc on devrait plutôt dire livreur-chauffeur. D'accord? Mais en tout état de cause, il faut optimiser le chargement du camion, il faut optimiser les tournées, et tout ça, ça participe à la décarbonation. Et on a créé un module avec un centre de formation, on a créé un module de chauffeur-livreur grossiste en boisson pour justement tendre vers une optimisation des tournées, une optimisation des chargements de camions et donc forcément de décarbonation in fine. Voilà. Pour les dirigeants, un mot? Alors, bien évidemment, les dirigeants, ce sont eux qui donnent l'élan à tout ça, hein. Pour la petite histoire, chez Ouest Boisson, il n'y a pas très longtemps, on s'est fait certifier RSE. D'accord? On a une labellisation RSE qui tend justement à donner des actions, à se faire challenger au niveau de la direction pour mettre en place des actions concrètes sur le terrain auprès de nos collaborateurs pour décarboner et sensibiliser les gens sur la décarbonation. Très bien, Voilà. merci. Très instructif. Alors, William Chou, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience avec l'Assemblée bretonne de l'eau, notamment parce qu'il a fallu, pardon, dans le cadre de cette assemblée, arbitrer entre différents secteurs, en fait, permettre à différents secteurs de se mettre d'accord sur l'usage d'une ressource contrainte, hein, qui était ici l'eau, et on voit bien que ces questions d'arbitrage intersectoriel vont être absolument fondamentales dans la décarbonation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu? Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Alors, ça fait pas très longtemps que je suis rentré à l'Assemblée bretonne de l'eau. La Chambre des métiers avait sa part, mais en gros, on n'y allait pas parce qu'on est très sollicité à droite à gauche. Ce qui a fait quand même réfléchir, c'est 2022, dans le Finistère, des arrêtés préfectoraux pour interdire certains métiers de l'artisanat de travailler, puisqu'il y a un problème de distribution d'eau, pas de production d'eau dans le Finistère, qui a un impact énorme pour les habitants et les entreprises. Et puis, quand même, le coût de l'électricité aussi, qui est aussi un enjeu. On a vu l'électricité flamber. Donc, en gros, des ressources où on a l'habitude d'avoir des prix fixes à un flux constant, on s'aperçoit que ce n'est pas aussi évident. Donc, je suis rentré il y a bientôt un an à l'Assemblée bretonne de l'eau. Et là, je découvre qu'effectivement, moi, je me suis un peu penché plus sur l'usage de l'eau au niveau de l'artisanat. Il y a des progrès à faire indispensables puisque la ressource va baisser. En gros, 75% de l'eau produite en Bretagne pour la consommation vient de la surface. Et d'où doucement, la quantité en surface va baisser et on n'a pas d'eau dans le sous-sol. Donc, la Bretagne, tout le monde s'attend à ce qu'on ne manque pas d'eau et en fin de compte. Donc, on peut se dire que pour tout, en fin de compte, ce qui nous semblait habituel, on va être forcément obligé de bouger. Donc, j'ai eu l'occasion de visiter il y a 2 jours avec l'Assemblée bretonne de l'eau une laiterie industrielle, 1 million de litres de lait par jour. Et aujourd'hui, ils ont une consommation neutre, enfin, même ils reversent de l'eau dans la nature. Donc, ils la traitent, tout ça. Eux, sur la décarbonation, je pense qu'ils font un énorme effort. Mais on en discutait entre nous, l'effort qu'ils font, alors ils s'y intéressent, c'est vrai. Mais aujourd'hui, l'effort qu'ils font, c'est parce qu'ils ont peur un jour de manquer d'eau et de devoir arrêter la chaîne de production. Ils faisaient des efforts, mais ils accélèrent. Et en gros, ils le font sur front propre, hein. Ils ont fait une usine pour nettoyage d'eau, tout ça. Ils sont très, très en avant. Ils font des expérimentations qui vont servir seulement à toutes les collectivités. Mais c'est parce que ces entreprises-là, qui ont des moyens énormes, ne peuvent pas se permettre d'arrêter la production une journée. Dans l'artisanat, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est vrai que les coupures d'eau, on les craint. Imaginez, vous faites une couleur chez un coiffeur, il n'y a plus d'eau. Vous n'avez pas les mêmes couleurs de cheveux à la fin de la sortie. C'est ce qui se passe quand même aujourd'hui à La Réunion, à la Guadeloupe.
où il y a des coupures d'eau et qu'on s'intéresse un peu à l'artisanat, comment ils le pratiquent, ils ont des jours de fermeture obligatoires. Ça change complètement le modèle économique. Et effectivement, la décarbonation rentre aussi là-dedans. Très bien, effectivement, je pense que ça illustre bien les enjeux pour les questions de la décarbonation, euh, ressources contraintes, partage de ces ressources et les transformations modèles économiques qui vont devoir avoir lieu pour soit anticiper, soit subir, hein, d'ailleurs, hein, soit anticiper si on s'y met tout de suite, soit subir si on attend trop tard. Merci beaucoup. Et je vais passer un deuxième round de questions du coup sur comment avec tout ça, comment on embarque les entreprises, hein, les salariés dans dans la dynamique. Valérie, tu as parlé déjà de ces incubateurs, mais concrètement, au-delà de l'incubateur et de la constitution des compétences, des référentiels de compétences, comment vous embarquez, comment vous accompagnez les entreprises dans ces évolutions métiers? Est-ce que d'ailleurs il y a un petit peu des freins aujourd'hui pour passer à l'échelle, hein, sur certains accompagnements et transformations des compétences? Et encore une fois, peut-être un point sur l'échelon régional par rapport à ces questions-là. Oui, merci Yannick. Effectivement, au-delà de l'évolution de l'offre de certification et de l'offre de formation, il y a la question de comment on va accompagner aujourd'hui les transitions professionnelles et les mobilités sectorielles pour une transition juste. Donc c'est un sujet assez polymorphe où je vais plutôt aborder la question sous l'angle de la prospective territoriale et de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à l'échelle des territoires, les fameuses GPECT, qui se mettent aujourd'hui en œuvre un peu partout sur les territoires et où l'agence, on accompagne ces démarches-là auprès des acteurs, que ce soit les acteurs institutionnels, les acteurs économiques, les entreprises, les branches professionnelles. Aujourd'hui, on a une approche qui vise à aider à comprendre aujourd'hui pour co-construire demain de l'échelle du national au plus petit maillage territorial. Et ce plus petit maillage territorial, pour nous, il est très important parce que c'est le lieu aujourd'hui où se mettent en place les stratégies de développement économique, les stratégies d'aménagement du territoire et les stratégies de rapprochement des politiques emploi et formation. Et aujourd'hui, je crois que quasiment 2/3 des démarches de GPEC de territoire qu'on accompagne se font sur un niveau soit départemental ou infra-départemental. Et les travaux, notamment du Shift, qui portent à horizon 2050, vont être des outils d'aide à la décision, des outils qui visent à mettre en exergue un certain nombre de pistes d'action sur lesquelles il va falloir que les acteurs on puisse s'en empoigner dans le dialogue social aujourd'hui qui se déploie sur ces questions des transitions. Puisque certes, un certain nombre de transitions vont être subies, sur lesquelles il va falloir accompagner aujourd'hui des métiers en déclin, mais il va falloir aussi accompagner vers ces métiers d'avenir et vers ces métiers qui vont être en développement. Et aujourd'hui, dans ces GPEC, on n'a jamais autant parlé de l'accompagnement des transitions, de l'attractivité des métiers également, qui est un fort sujet. Et également aussi sur des cycles même beaucoup plus courts, c'est-à-dire comment on va renouveler aussi des compétences sur des secteurs d'activité dont on voit déjà qu'il y a des pyramides des âges assez élevées. Donc pour vous illustrer une action qu'on a conduite à la demande de la DRETS Bretagne, on a appuyé un groupe de travail inter-OPCO avec l'OPCO EP, l'OPCO Atlas, avec l'OPCO Commerce et OPCAPIAT sur un travail de cartographie, d'outillage pour pouvoir accompagner les entreprises bretonnes à la transition écologique. Donc, on a travaillé sur 2 volets. D'abord, un volet de cartographie aujourd'hui des acteurs de la transition écologique en Bretagne. Et on a notamment travaillé avec BPI, avec également Bretagne Compétitivité, avec le cabinet Ancrage, et également du coup sur un travail donc cartographie des acteurs et cartographie des dispositifs qui sont mobilisables aujourd'hui par les entreprises. Donc ça concernait tant des dispositifs à la fois publics que privés, comme par exemple aujourd'hui le volet de l'apprentissage, le FNE formation, les prestations d'appui au conseil aux ressources humaines, comment les entreprises peuvent mettre en place la fresque du climat, les formations à l'économie circulaire. Donc, on a conduit du coup tout ce travail-là de manière collégiale avec les OPCO.
est d'autant plus important ici parce que le tissu, notamment des entreprises bretonnes, on est sur des tissus vraiment composés de TPE, PME qui n'ont pas forcément de structure RH dédiée avec un DRH, avec un référent RSE ou un ou une directrice de la RSE. Donc, ça a été vraiment du coup important de pouvoir travailler sur cet outillage-là qui va pouvoir aujourd'hui se diffuser pour pouvoir accompagner les entreprises bretonnes. Et on se rend bien compte, voilà, sur le continuum emploi-formation, l'importance aujourd'hui de la transition, de voir comment elle accompagne la transformation de l'emploi, mais de voir également comment nous-mêmes, on accompagne aujourd'hui les entreprises et les personnes derrière, les actifs qui sont en emploi ou en recherche d'emploi face à cette transition. Merci, merci beaucoup Anne-Valérie. Et du coup, je me tourne vers Pascal Gérardin. Qu'est-ce qui manque finalement quand on entend tout ça, tout ce qui existe déjà on comprend qu'il y a déjà un certain nombre de mécanismes d'accompagnement des entreprises dans la transformation des compétences. Qu'est-ce qui vous manquerait à vous, à West Boisson, par exemple, et qui vous permettrait de bouger sur ces enjeux de compétences plus fort et plus vite? En fait, je crois que une PME, TPE seule ne peut pas arriver au challenge qui est à relever. Je pense qu'il faut co-construire. Il faut co-construire et faut qu'on fasse ça tous ensemble. Alors, le secteur privé, mais également avec les élus, avec les centres de formation, comme vous l'avez si bien dit, avec les régions. Et tout ça, c'est quelque chose c'est de la co-construction, en fait. Les PME ont des challenges à relever. Il faut qu'elles gardent quand même une santé financière derrière. Je prends l'exemple d'un camion diesel 12 tonnes. Un camion du même gabarit en électrique, c'est 3 fois plus cher. D'accord? Donc, si la société ne garde pas sa santé financière derrière, forcément, il va y avoir un impact sur les salaires et sur le nombre de salariés. Donc, le but n'est pas là non plus. Donc, si on co-construit, si on arrive à trouver une entente, un terrain d'entente et surtout des aides, une sorte de synergie qui crée véritablement tout le monde sur le même cap, je pense que là, Ouest Boisson, mais toutes les PME, réussiront en tout cas à se mettre sur les rails de la décarbonation sans réelle contrainte. C'est facile de le dire comme ça, assis sur une chaise. Mais il y a de toute façon des contraintes. Faut quand même le dire, hein, il y a quand même des contraintes. Mais de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le sens de l'histoire, il faut qu'on y arrive. Mais on ira, si on y arrive tous ensemble, tout seuls, les PME n'y arriveront pas. Donc, il y a une réelle co-construction à faire. Et comme je vous ai parlé aussi tout à l'heure de Bretagne Supply Chain, et c'est ce genre aussi d'associations, ce que vous faites aussi, qui nous permettront, nous, de nous donner le cap, de nous aiguiller. Parce que des fois, on nage un peu dans du brouillard, on nage un peu dans du lait. Sur certains dossiers, c'est un peu compliqué. Et quand on est tout seul, alors on décarbone, en même temps, il faut la satisfaction client. Il faut qu'on continue à être quand même, comment j'ai envie de dire, avoir une santé financière au quotidien. Il y a plein de petits challenges à relever. Il ne faut pas qu'on soit seul, quoi. Voilà. Vraiment l'insistance sur l'approche collective, hein, encore une fois. Exactement, exactement. Pour moi, c'est la base. Absolument. Avec les élus, le privé et puis la région, c'est quelque chose d'évident. Très bien, merci beaucoup. Et peut-être les camions de Ruben qui sont beaucoup moins chers avec des batteries beaucoup plus petites qui fonctionnent sur. Et bon, on va voir. Mais après, la charge utile n'est pas énorme, hein, mais bon, on va voir. Merci beaucoup. William Schaub, du coup, je me tourne un peu vers vous, vers un peu la même question, pardon, et en particulier dans l'artisanat et vraiment les plus petites entreprises. Comment franchir ce pas? Qu'est-ce qui manque d'accompagnement encore plus particulier pour les TPE, peut-être, sur ces sujets? Ouais, alors juste quelques chiffres pour commencer. La Chambre des métiers en Bretagne, c'est 80 000 artisans, plus de 200 000 emplois. Sur 30 ans, c'est le seul secteur qui continue à progresser chaque année en nombre d'emplois. Donc une trajectoire en 2050. Est-ce qu'on ne sera pas finalement définitivement les premiers employeurs de France à se poser? Chaque année, ça progresse, c'est spectaculaire. On a 8 000 apprentis en Bretagne, 7 centres de formation, et on forme chaque année en formation continue 5 000 artisans à peu près. La formation, c'est un enjeu très important. Tous les métiers évoluent. Alors moi, je suis pâtissier, mais ce que j'ai appris il y a 40 ans, ça a un peu changé aujourd'hui. On a les bases, mais quand même, on ne vend pas le même produit aux clients. Dans certains métiers comme le bâtiment, ça a été très, très, très spectaculaire. L'évolution des matériaux, des techniques, des modèles de construction ont beaucoup changé. Sur un exemple, vous parliez des cycles, c'est vrai que je n'ai pas prévu d'intervenir là-dessus, mais à Saint-Malo, on a une formation cycle
qui fonctionne très bien. Réparation cycle, 60, 70, ça progresse en nombre d'apprentis. Moi, je suis un vieil élu, voilà, des années 90, début, fin 90. À l'époque, on avait 4 apprentis en réparation cycle. On se posait la question de fermer l'école, de fermer cette classe, puisque plus de financement, 4 apprentis, pas de financement. Mais on a des signaux faibles, voilà, on est tous artisans, on voit bien que les magasins de cycle commencent à réparer de plus en plus. Et on se dit, bah non, en fonds propres, on maintient. Aujourd'hui, il y a plus de 60 apprentis dans le cycle. Et à côté, on avait une autre formation, réparateur machine agricole. Bah là, c'est l'inverse, c'est l'effondrement. Donc voilà, c'est des mutations. On a des locaux qui ont changé, des espaces qui sont passés de la machine agricole au cycle. Donc, en gros, les formations évoluent avec les demandes des entreprises. Ce qu'il y a, c'est repérer les signaux faibles. C'est ça qu'on a. C'est les GPEC, des choses comme ça. Mais il est important qu'on puisse maintenir des formations, même si à un moment donné, le cas, c'est les couturières. On a fermé pratiquement toutes les écoles de couture. La Chambre des métiers en avait, ils l'ont fermé à la fin des années 80. Aujourd'hui, on manque de couturières. C'est un vrai problème dans la formation. Je pense qu'à un moment donné, vous parlez de la région Bretagne, c'est sûrement le bon échelon pour les budgets de formation. C'est vrai qu'on est tous des écoles, l'AFPA, nous, on dépend des financements, mais le financement région avait des défauts, mais il avait sûrement beaucoup de qualité, il était adapté à son territoire. Aujourd'hui, le financement national par les OCPO, c'est sympa, mais c'est un peu compliqué et ils ne maîtrisent pas tout, on va dire, pour être sympa. Donc, je pense qu'il faut être accompagné pour maintenir une offre de formation, ne pas avoir peur parfois de maintenir des offres de formation, même quand ce n'est pas rentable, parce qu'il y a un signal, c'est l'avenir, quoi. Je suis allé au Danemark voir une école. Ils font, c'est les, comment ça s'appelle pour faire récupérer la calorification de l'air, c'est les pompes à chaleur. J'ai vu une école qui fait des formations pompe à chaleur en alternance. C'est impressionnant le nombre d'apprentis, quoi. Et c'est au Danemark. Et on se dit pourtant, il ne fait pas plus chaud là-bas. Non, nous, on est en retard. C'est clair, Chambre des métiers, on n'a pas de formation en apprentissage en pompe à chaleur. Je sais que vous avez une formation longue, nous, on a une formation courte. Honnêtement, il y a un potentiel énorme, mais aujourd'hui, les formations ne sont pas encore assez là. Alors, ça me permet d'enchaîner justement comment on rend ces métiers manuels finalement plus attractifs aujourd'hui. Hein, je reste sur vous. Et notamment quand on dit qu'il va falloir se passer de plus en plus d'énergie, de matière remplacée par de la main-d'œuvre, hein, si on caricature un petit peu les contraintes qui arrivent. Et potentiellement, vous parliez de réparation cycle. Est-ce que l'industrie, la petite industrie, est-ce que vous avez des signaux faibles sur au moins la possibilité de développer la petite industrie du cycle dans les territoires? Et si la demande est à l'échelle, bah, ça pourrait être aussi de bonnes industries finalement très locales. Oui, on a quand même des signes, c'est qu'au niveau de l'artisanat, on a beaucoup de petites industries qui se relocalisent. On avait une grande tendance dans mon métier, dans d'autres métiers, à centraliser, à avoir des grosses structures, hein, mais dans l'alimentaire, fabrication de chocolat, par exemple, des grosses machines. À un moment donné, il n'y avait plus que 7 fabricants de chocolat en France. Aujourd'hui, on doit en avoir au moins 7 par département. Beaucoup de choses avaient, on disait, plus c'est grand, mieux c'est. Et aujourd'hui, on va dire, plus c'est local, mieux c'est. Et les artisans, surtout les jeunes, il n'y a rien de mieux que ça pour s'adapter. C'est l'exemple qu'on m'a montré la semaine dernière, un plombier à Lyon qui n'a plus de véhicule, il n'y a plus que des vélos. Et pourtant, on pourrait se dire, un plombier, plus que des vélos. Bah oui, il a adapté tout son parc en vélo ou vélo électrique. Il intervient que dans le centre-ville de Lyon. Quand on parlait des changements d'habitude, de forme, oui, bah, c'est un plombier aujourd'hui qui a une dizaine de salariés, bah, il intervient, où les voitures n'ont plus accès. Je pense que là, on peut avoir confiance aux jeunes dans l'artisanat. Parce que moi, je suis un des vieux, hein, je suis blanc, mais les jeunes, ils ont d'autres ambitions. Ils n'ont pas que. Il faut gagner de l'argent. Mais j'en vois beaucoup qui s'installent, mais des fois, ça passe au second rang. C'est assez étonnant, parce que quand j'étais jeune, on ne nous apprenait pas ça. Très intéressant. Et est-ce que, peut-être j'insiste quand même sur bah, comment le rendre plus attractif? Est-ce qu'il y a quelque chose... et qu'est-ce que vous faites peut-être à la Chambre des métiers sur l'attractivité des métiers? Alors nous, c'est de valoriser alors, par des concours, par des mises en avant d'exemples. Moi, je suis convaincu vraiment que l'exemple, montrer à un autre artisan qui a un modèle économique différent et il gagne de l'argent, il gagne sa vie, ça se passe bien, c'est la meilleure façon de faire changer quelqu'un. Parce que dire, voilà, on fait des grandes messes, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, si vous n'avez pas l'exemple concret devant vous, vous hésitez. Alors, il y a quelques-uns, ils n'ont pas peur, ils y vont, mais le mieux, c'est le modèle. Voilà, lui, il le fait comme ça marche. Et un artisan n'a pas peur de dire aux autres. Donc après, nous, s'il y a des concours, on va valoriser dans des concours.
On a différents concours, le meilleur apprenti de France, tout ça, où malgré tout, on a des bases traditionnelles, mais sur des évolutions techniques où on doit s'adapter. J'étais l'autre jour avec les fabricants de lunettes. Bah, effectivement, ils ont un problème avec l'acétate, hein, c'est un polluant, mais on voit de plus en plus de lunettes en bois, de lunettes en différents composés qui aujourd'hui ne sont plus du tout polluants. C'est des évolutions et on a dans l'artisanat des gens qui s'adaptent à leur environnement, au local, à la demande des clients. Et je pense qu'on est capable de bouger. Il y aura toujours des vieux dinosaures, mais un jour, ils vont tous mourir. Une perspective réjouissante. Si. Non, non, je plaisante, bien sûr. Donc, bah, du coup, je me tourne vers Pascal Gérardin de nouveau. Alors, est-ce qu'il va falloir montrer aux chauffeurs routiers comment on fait de la cyclo-logistique Non, je plaisante. Plus sérieusement, qu'est-ce que vous pensez du potentiel de revalorisation, parce qu'on parle d'attractivité des métiers, et je l'évoquais tout à l'heure dans la présentation, ça va être de plus en plus important, et vous le disiez vous-même, la capacité à gérer la multimodalité, le remplissage, l'optimisation des flux, etc. Est-ce que c'est aussi le signe peut-être d'une revalorisation du métier? Est-ce que vous voyez vraiment un potentiel là-dedans? Et peut-être qu'il y a des enjeux très particulier même qui serait intéressant à discuter sur le fait qu'on envoie un camion une fois qu'il est bien rempli plutôt que quand c'est l'heure. Est-ce que ça change aussi des choses sur les aspects de compétences et d'attractivité de façon Oui. dont on conduit le métier? Alors déjà, il y a le problème de l'attractivité du métier chez nous. Vous êtes tous déjà allés boire un petit coup en terrasse, une petite bière bien fraîche, notamment le week-end dernier, puisqu'il a bien fait bon et ça faisait du bien à tout le monde, je crois. Quand vous buvez votre bière en terrasse, ou quelle que soit la boisson, il faut imaginer qu'il y a quand même une sacrée logistique qui est derrière. Un fût de bière, ça fait 43 kilos. D'accord? Ça fait 43 kilos et c'est livré dans des caves qui sont plus ou moins compliquées, mais généralement assez compliquées. Non. Donc en fait, il y a déjà l'attractivité du métier qu'il faut savoir préserver. Nos jeunes, maintenant, en fait, sont très attachés, là, on le voit lors des entretiens, sur euh, la politique RSE de la société. D'accord? Avant, c'était quelque chose, on n'en parlait pas trop. Maintenant, c'est de plus en plus. Il y a le salaire, bien évidemment, mais ça vient, comme vous le disiez tout à l'heure, ça vient en second plan, en fait, hein, le salaire. Donc, en fait, on attire un peu on les attire, on les fidélise par les conditions de travail. D'accord? Par les conditions de travail qui sont mises en place, qui sont créées. Alors, ça va sur l'accès des câbles, les nouveaux camions qu'on peut acheter, le matériel électrique qu'on leur met à disposition pour éviter un maximum de port de charge, de rupture de charge. Enfin, voilà, on leur donne du bien-être au travail et l'envie de venir travailler chez West Boisson avec la banane et pas la boule au ventre. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et c'est vrai que d'avoir cette attractivité des métiers, de leur donner aussi de la visibilité sur ce qu'est, je dirais, la décarbonation de demain, sur ce que doit mettre en place West Boisson ou les grossistes et les entreprises de manière générale. Ils sont très demandeurs là-dessus. Donc il faut qu'on donne une visibilité, il faut qu'on ait une véritable information descendante et ascendante sur la politique de la société, sur ce qu'on va leur demander et pourquoi on va leur demander. Il faut qu'on donne du sens à toutes les missions qu'on va leur donner. D'accord? Et après, je pense qu'une fois qu'on a fait ça, on peut leur demander beaucoup de choses. On peut leur demander, on peut leur expliquer beaucoup de choses. La cyclo-logistique, je ne vois pas trop mes chauffeurs demain monter sur un vélo et aller livrer, mais pas parce qu'ils n'auront pas envie, parce que ça sera peut-être techniquement aujourd'hui encore un peu compliqué. C'est pas une histoire d'envie, c'est juste une histoire que ça sera compliqué. Je vous ai dit, un fût de bière, c'est 43 kilos. Je donne un exemple. On va livrer l'hypercentre de Rennes avec un camion. D'accord? Le camion, à l'intérieur, il y a entre 4 et 5 tonnes. On va partir du principe qu'il y a 5 tonnes au maximum la veille de la fête de la musique. D'accord? Et là, sur le coup, il n'y en a pas qu'un qui va à Rennes, il y en a beaucoup. Je crois que les vélos cargo, là, on peut leur mettre jusqu'à 300 kilos, si je ne me trompe pas, à peu près. Hein, Ça voudrait dire qu'il faudrait 17 vélos pour faire la même tournée. On a 3 ou 4 tournées dans Rennes. Bon, ça fait quand même beaucoup de vélos dans Rennes. D'accord? Mais après, pourquoi pas? On n'élimine pas du tout ça, hein. Ça se réfléchit, ça se travaille. Et alors, on parle de la logistique, mais il y a la logistique retour aussi, c'est-à-dire qu'en fait, on va parler un peu consigne. Tous ceux qui ont des cheveux blancs vont savoir de quoi je parle. Quand on était gamin, on ramenait la bouteille en verre dans un magasin, et puis après, on pouvait aller s'acheter un Banabar parce qu'on avait touché une petite pièce. D'accord? Et ben maintenant, on a remis ça en place, hein. Vous avez tous entendu parler de la consigne. Tous les grossistes en boissons, pour les cafés, hôtels, restaurants, discothèques, il y a le retour de la consigne qui est fait. C'est-à-dire que nos chauffeurs optimisent le chargement dans nos entrepôts.
Une fois que c'est optimisé, les tournées sont optimisées par le responsable d'exploitation, le chauffeur part en tournée. Et lorsqu'il revient, il a optimisé son chargement dans la logistique retour parce qu'il a repris tous les emballages, donc les fûts, les caisses de bouteilles, les bouteilles, et aussi, on a mis en place ça, c'est la reprise du verre perdu. Ça évite à notre client d'aller sur la place de la mairie et mettre ses bouteilles perdues dans le petit conteneur. Nous, on massifie chez nous et ça fait qu'en fait, alors ça c'est plutôt de la logistique aval, il y a on massifie le verre perdu chez nous et c'est plus simple en termes de récupération du verre. Il y a moins de kilomètres faits par la société qui vient récupérer tout ça. Donc nos camions à l'aller et au retour, ils sont pleins. Un vélo, moi je veux bien qu'il fasse ça et on pourra l'étudier, on l'a déjà étudié de toute façon, mais un vélo partira avec 300 kilos de lourd, il reviendra plein de vide. C'est bête ce que je dis, mais c'est un peu ça quand même. Il reviendra avec de l'emballage vide et du verre perdu sur son vélo aussi. Est-ce que c'est faisable? Je ne sais pas. Mais en tout état de cause, nous on roule optimisé à plein et optimisé à vide pour revenir au dépôt. Effectivement, ça s'évalue notamment, Mais ça se y compris en travaille, termes ça se réfléchit, on n'écarte pas le. y compris si vous maintenez un taux de remplissage élevé en termes de rendement, voilà, Ouais, exactement. ça peut rester intéressant même à ce niveau-là. Ben, merci beaucoup. Écoutez, c'est des sujets à creuser de manière justement très fine à un niveau local et peut-être en fonction des secteurs avec des différences qui peuvent être très importantes. Disons que si on part de Rennes, on ne va pas envoyer un vélo à Mordel ou je ne sais où, on va l'envoyer en Hypercentre. Il y a déjà 25 km de 4 voies à en faire en vélo Oui, et je pense qu'il sera content d'arriver chez le client. Donc, mais ça c'est tu. tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas sur le timing, peut-être, pardon, est-ce on est bon dans 5 minutes? Alors, je vais réserver un peu mes dernières questions, du coup, sur le passage à l'échelle et la planification collective. Peut-être me retourner vers vous, William Chaou, et ça fera le lien aussi avec l'approche de l'AFPA sur la massification en fait, de ces formations. Qu'est-ce que vous pensez de la généralisation peut-être d'appuis collectifs à des PME et pas d'une approche où chacun dans son coin va demander telle ou telle aide et peut-être que les aides, notamment à la transformation bas carbone, devraient être plus collectives de manière générale et structurelles. Qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité-là? Oui, alors, je suis complètement d'accord. C'est déjà quelque chose qu'on fait. Alors, on l'a fait par métier, en fin de compte. On a 250 métiers dans la Chambre des métiers. On l'a fait par approche de métier. Donc, on a des labels, style, par exemple, c'était pour les polluants dans l'imprimerie, label vert, imprime vert, qui aujourd'hui, dans les appels d'offres, un appel d'offres doit comporter ce label imprime vert, c'est qu'il n'y a aucun polluant utilisé pour faire les encres. On a eu ça, on a ça aussi dans l'automobile. On a beaucoup de labels développés par secteur. Mais ce qu'on demande, c'est qu'effectivement, dans les appels d'offres, ça rentre un peu là-dedans, pratiquement de façon systématique. Aujourd'hui, les labels s'orientent de plus en plus vers les économies. Un des derniers qu'on a sorti, c'est pour le gaspillage dans l'alimentaire. Donc, chaque année, on va valoriser des entreprises artisanales de l'alimentaire qui ont mis un cycle pour limiter, en fin de compte, la réduction au maximum des déchets. On en a un depuis quelques mois sur l'énergie, la consommation d'énergie, voire une entreprise qui a des besoins. Aujourd'hui, la Chambre des métiers va envoyer un technicien pour voir sa consommation d'énergie et ses capacités de réduction. Aujourd'hui, on a une approche voilà, par filière, on met des labels en place et chaque année, on remet ce qu'on appelle des écolabels qui regroupent un petit peu tout le monde. Donc, quelqu'un qui a fait un effort dans un domaine particulier, on va faire ça. On le fait par territoire sur chaque communauté de communes. C'est très, très bien accueilli par les élus politiques, ce qui est important parce qu'ils doivent prendre conscience que sur leur territoire, il y a des entreprises qui font des efforts, d'autres peut-être pas, et qu'il faut mettre en avant ces entreprises qui font les efforts. J'ai vu qu'au Sénat, à l'Assemblée nationale, il y a une remise de prix là, sur les collectivités justement qui font aussi des efforts, dont une sur Plérin, où c'est un artisan qui recycle des habits fluorescents pour en faire des sacs. Très bien. Merci beaucoup. Peut-être Anne-Valérie sur l'expérience de l'AFPA, sur le développement de nouvelles compétences ou de retrouver ces compétences de soudeur cycle. Comment cette approche collective, peut-être avec les filières de manière plus large, permettrait de passer à l'échelle? Je me tourne vers toi pour cette question. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a le centre AFPA de Beaumont en région Aura, qui a un partenariat avec les cycles Victoire pour pouvoir accompagner une entreprise, notamment les artisans du cycle, qui représentent aujourd'hui 100 à 150 salariés, sur leurs besoins en formation sur le métier de soudeur cadreur cycle.
Donc ça, c'est déjà des formations qui sont en cours pour pouvoir répondre à ce besoin vraiment à l'échelle artisanale. Et on a mis en place du coup une démarche R&D justement pour pouvoir voir un petit peu quels allaient être les besoins en emploi, en compétences à venir. Donc on a eu un certain nombre d'entretiens avec la branche, avec le cluster, avec le shift. Et pour l'instant, aujourd'hui, au niveau de la filière, on voit qu'elle est en cours de structuration. Et elle est en cours de structuration, notamment aussi pointée par le gouvernement qui, dans ses projets de réindustrialisation de la France, mise sur cette filière-là pour pouvoir produire plus. Aujourd'hui, on en est environ à une production de 12 000 cadres par an en France. L'objectif est d'environ 300 000 à horizon 2030. Donc on pressent voilà, qu'il va y avoir une montée en puissance de la filière, qu'il va y avoir un accompagnement à avoir sur ce métier-là, en tout cas de soudeur cadreur cycle. Donc les choses se mettent en place. Il y aura probablement du coup un contrat stratégique de filière qui sera amené à être mis en place. Et on le voit qu'on est à l'intersection à la fois entre les besoins liés au milieu artisanal et également du coup aux besoins industriels. Donc à un passage beaucoup plus à l'échelle. Donc, on est en observation, on suit du coup les évolutions en tout cas de la filière. Et je pense que dans une vision en tout cas prospective, on peut voir pour cette dernière en tout cas, voir large, voir loin, voir profond sur vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur qui serait de la production, de la fabrication, de la maintenance et également du coup de l'économie circulaire, c'est-à-dire du recyclage derrière. On voit qu'aujourd'hui, il y a le volet réparation, commerce-réparation qui se structure, qui est assez structuré, mais tout vraiment l'amont de la filière qui est vraiment à construire. Donc à suivre. Dernière question très rapidement, enfin très rapidement, c'est pas facile, mais Pascal Gérardin, finalement, dans ce passage à l'échelle au niveau des filières, que ce soit des groupements de PME ou des filières, il se pose la question de l'interfilière. Et on a parlé du fret qui est au centre, qui est le nœud névralgique autour de tous les secteurs qui demandent à transporter leurs biens. Comment on peut imaginer, organiser ces discussions en interfilière pour valoriser un petit peu ces changements de modèle et les gains qui peuvent être tirés des changements de modèle collectifs sur le transport de marchandises? Je crois que l'outil qu'a la Bretagne aujourd'hui, je vais encore en parler, mais c'est Bretagne Supply Chain. C'est vraiment un acteur qui nous permet à tous de se retrouver autour d'une table, que ce soit aussi avec, je vais prendre l'exemple de Rennes Métropole dans le cadre de la signature de la charte de la logistique urbaine durable, où en fait tous les chargeurs, les transporteurs se sont mis autour d'une table, sont encore autour d'une table pour travailler le verdissement de la logistique en interne, la mutualisation pouvoir travailler ensemble, pouvoir trouver une synergie. Des groupes de travail, des groupes de travail sont faits pour qu'on puisse travailler sur ces mêmes problématiques, ces mêmes enjeux. Et on s'aperçoit en fait qu'on a tous les mêmes contraintes sur le terrain et on doit tous aller dans le même sens de toute façon, hein. Et donc, on a la chance, oui, en Bretagne, d'avoir ce cluster qui est Bretagne Supply Chain et qui vraiment nous permet de nous unifier et euh, d'avoir l'écoute aussi de nos élus, parce qu'en fait, nos élus sont de temps en temps invités à participer au groupe de travail, ou alors des comptes rendus sont faits à ces élus-là, et puis ils comprennent nos contraintes. Et donc voilà, je crois que c'est une des solutions aujourd'hui qui nous permettent de tous travailler ensemble et d'être collaboratifs. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois. On peut clôturer cette table ronde. Vraiment merci. Et effectivement, on va passer aux questions-réponses de la salle. Et je vous invite à poser vos questions à tous les membres de l'équipe. Ce n'est pas seulement à moi, c'est un travail collectif. C'est très bien, merci beaucoup Vanessa. Je ne vais pas pouvoir répéter aussi bien votre approche, mais juste pour dire que l'ADEME soutient donc cette approche collective de la transformation bas carbone, et notamment avec ce programme ACT. Tous les intéressés, les entreprises sont invités à aller voir sur le site de l'ADEME ce programme ACT qui a une approche collective donc, de la transformation bas carbone. J'espère que c'est correctement résumé et je vous invite à aller. Oui, je vous en prie. Pratiquement tous nos labels sont faits avec l'ADEME. Merci beaucoup. Et, oui, et peut-être que finalement on va passer le micro quand même, non? Parce que je pense que…
Ok, ah oui, d'accord. Bonjour, Boris Marcel, moi je suis directeur d'une association qui s'appelle l'École Vert. On a des fermes et on a monté un programme de formation sur la découverte des métiers de la fourche à la fourchette, donc sur la transition alimentaire, notamment financé par la région Bretagne. Et on était sur plusieurs blocs, donc agriculture, les IAA, enfin industrie agroalimentaire, la transfo, la distribution, les métiers de bouche et l'économie circulaire. Et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de trous dans la raquette. Et ma question, c'était justement, est-ce que, d'une part, il y a une attractivité et il y a des besoins sur des nouveaux métiers décarbonés dans l'ensemble de ces chaînes de valeur, notamment par exemple sur les industries agroalimentaires. Je pense à des méthodes de transformation, de stockage pré-carbone, on va dire, qu'on fait déjà et qu'on faisait encore plus avant, saumurage, salage, confisage, séchage, etc. Ou alors sur des méthodes par rapport au métier de bouche qui sont artisanales, peut-être low-tech, et qui pourraient se renouveler. Et je voulais savoir s'il y avait des besoins en formation et un attrait sur ces sujets aujourd'hui. Merci. Oui, donc effectivement, aujourd'hui, du coup, sur ces secteurs-là, que ce soit l'industrie agroalimentaire et d'autant plus en Bretagne, on voit bien aujourd'hui les besoins en emploi qu'il y a et les tensions de recrutement qu'il peut y avoir par rapport à effectivement des métiers qui ne seraient pas forcément aujourd'hui attractifs ou en tout cas qui auraient matière à valoriser. Donc aujourd'hui, du coup, la réponse, elle se fait effectivement par l'offre de formation aujourd'hui qui est développée et comment on essaye d'attirer du coup les actifs, les personnes en emploi, en recherche d'emploi, du coup, vers ces métiers-là. Je crois qu'aujourd'hui, du coup, l'appareil de formation, notamment sur ces secteurs-là, également les métiers de bouche, ils sont assez ciblés sur les métiers, que ce soit sur l'industrie d'opérateurs agroalimentaires, ou que ce soit du coup aujourd'hui sur les métiers de bouche, même voire de restauration. Après, il y a vraiment du coup collectivement à agir sur la manière dont du coup on fait la promotion aujourd'hui de ces formations et dont on remplit aujourd'hui les sessions de formation. On l'observe du coup. Nous-mêmes, il y a des formations qui sont mises en place, qui répondent aux besoins en emploi compétences, mais sur lesquelles il y a à travailler aujourd'hui sur l'attractivité, en tout cas des métiers. Donc je crois que c'est le mot d'ordre un petit peu que tout le monde s'est dit sur la synergie des acteurs, en tout cas pour pouvoir répondre à ces besoins en emploi compétences. Et puis si vous voulez, on pourra en rééchanger à la suite des questions. Oui, alors effectivement, je pense que sur des secteurs bien précis, je pense que l'AFPA est mieux adapté que nous. Nous, la Chambre des métiers, on va répondre à des référentiels. On peut monter quelques formations sectorielles, mais ce n'est pas notre champ de compétences tellement. On y est un petit peu, mais pas tant que ça. Sur la réparation, machine à laver, tout ça, on a des formations montées avec des acteurs, voilà, mais c'est historique. Sinon, non, on est vraiment sur du référentiel. Vous êtes dans des métiers où je ne sais pas, je pense qu'il n'y a pas de référentiel. Et nous, aujourd'hui, on a par exemple, je ne sais pas s'il y a décarbonation, mais les tatoueurs, c'est un énorme sujet pour la Chambre des métiers. Il n'y a pas de référentiel, c'est un bazar pas possible. C'est très compliqué de monter un organisme, enfin une formation à longue durée, en fin de compte, sur ce métier-là. Et puis peut-être je rajoute juste un mot parce qu'on parle vraiment de l'attractivité des métiers. On parlait tout à l'heure notamment des métiers en lien avec les pompes à chaleur. Là, on est en train de boucler un diagnostic du coup sur les métiers de la maintenance et de l'installation. Et ce qu'on se rend compte aussi en matière d'attractivité des métiers, c'est qu'on a à travailler sur le marketing métier. C'est-à-dire qu'un temps soit même, aujourd'hui, du coup, on a le volet formation, l'offre de certification qui est faite. On a un gros besoin de communiquer dessus. Sur l'exemple du coup de la filière des pompes à chaleur, on forme aujourd'hui. Moi, on est venu me voir en me disant, oh, on est sur des nouveaux métiers, on est sur des nouveaux métiers. Bah, pas forcément, parce que les métiers du génie climatique, ils existent déjà. On installe déjà des pompes à chaleur. Après, si aujourd'hui, tout à chacun, on ne sait pas qu'une pompe à chaleur, bah, c'est un système thermodynamique, bah, quand on va regarder que ce soit l'intitulé des métiers ou l'intitulé des formations, bah, on ne voit pas que du coup, ça peut être, on est sur de la pompe à chaleur, sur de l'installation, de la maintenance de pompe à chaleur. Donc, il y a vraiment du coup un levier sur ce marketing métier, notamment sur les métiers en lien avec la transition écologique, sur lequel on a vraiment du coup à œuvrer ensemble.
juste un petit point. On a eu, sur la formation, on a eu 4 fois plus de candidatures que de personnes qui le souhaitaient. Donc le taux de remplissage était très important sur. Enfin, en tout cas, l'intitulé de la formation, c'était Découverte des métiers de la transition alimentaire. Et il y a eu énormément de personnes en reconversion qui souhaitaient la faire. Bonjour, Caroline Caldier, directrice de la société coopérative d'intérêt collectif Eclis. On travaille à la décarbonation du coup dans le secteur du bâtiment par différents biais, dont la formation. Et là, effectivement, je rebondirai sur ce que vient de dire la collègue de l'AFPA concernant l'impact, enfin ces métiers à impact. On ne sait pas encore aujourd'hui, nous, on n'a pas les données pour arriver à rendre ça pédagogique, pour aller faire du sourcing de candidats. Et je m'adresse là plus au shift. Dans votre méthodologie, est-ce qu'il y aura dans le résultat de votre étude, éventuellement une part de conseil, une part d'outillage sur cette question-là, puisque vous travaillez à la promotion de la décarbonation, parce que nous, concrètement sur le terrain, je pense qu'on n'est pas forcément outillés pour ça et on n'a pas toutes ces fameuses données pour rendre visible l'impact que peut avoir un métier. Nous, c'est des métiers très concrets, très manuels. On forme des ouvriers, des ouvrières. Et je pense que c'est hyper important, y compris pour travailler pas sur les générations d'aujourd'hui, sur les générations de demain. On a besoin de convaincre des parents aussi dans des forums métiers pour déconstruire les représentations autour de secteurs qui ont été par le passé extrêmement marqués par la pénibilité du travail, par des salaires très fluctuants, voire bas. Voilà. Donc on a vraiment besoin d'outillage là-dessus et dans notre secteur, on est en attente. Ça fait écho à ce que vous venez de dire, je pense. Merci. Oui, merci. Merci beaucoup pour cet enthousiasme d'abord et le besoin de donner. Alors malheureusement, ça demanderait, je pense, une étude à part entière, hein. Je vous avoue que déjà, ce que vous avez vu là, c'est assez considérable. On espère que ça va pouvoir alimenter les personnes qui pourront s'appuyer sur ces chiffrages pour dire, regardez l'impact que ça peut avoir. Moi, quand je vous parlais de ça, je me dis, mais ce serait même idéal de pouvoir dire, une fois qu'on a amélioré ce geste, quel est l'impact supplémentaire en termes énergétique, climat, notamment dans la rénovation du bâtiment, hein. Quand on améliore le geste, quand on le fait collectivement dans une rénovation globale versus une rénovation individuelle, qu'est-ce qu'on gagne? Ça, il y a des chiffrages, hein, qui existent. Nous, on aide à le diffuser dans le cadre de nos rapports, mais c'est vrai qu'on n'aura pas un outillage spécifique. Ce serait malheureusement trop de travail, on aimerait. Mais si ça peut inspirer d'autres à développer ces outillages avec nos travaux, ce sera, on l'espère aussi. Ouais. Merci. On va prendre une toute. Non, pardon. Je vais juste sur un commentaire. L'image métier, alors, je suis pâtissier, c'est tout à fait l'exemple de l'image métier qui attire plein de monde. Les pâtissiers manquent très rarement d'apprentis. On est à peu près à 150% de remplissage, enfin 150 demandes pour cent. Les métiers, il y a d'autres métiers où effectivement l'image est négative et pourtant les salaires sont plus élevés. Les apprentis sont payés en pourcentage du SMIC, les pâtissiers sont au minimum. Le bâtiment, ils ont le double. Ils ne remplissent pas plus pour ça. C'est l'image métier. Ou alors on va se former au marketing au shift. On va prendre une toute dernière question et ensuite on va devoir. Oui, merci. Mathieu Tournat, moi je dirige la société Ecosens. On accompagne des laiteries pour baisser leur empreinte carbone et méthane. Et ma question, je pense, s'adresse plutôt à Yannick par rapport aux futures orientations du rapport du shift. Est-ce que vous allez aussi essayer de vous prononcer sur la façon d'atteindre ce schéma carbone ambitieux entre toutes ces initiatives collectives basées sur des incitations, de la dynamique qui est évidemment indispensable, et des façons un peu plus contraignantes de l'atteindre via crédit carbone ou réglementations diverses? Alors oui, c'est tout à fait dans le rapport et dans les travaux déjà existants du Shift, hein, au-delà de ce projet. C'est une combinaison d'actions et de facteurs et de leviers qui va être nécessaire, hein, pour arriver aux objectifs. Et la partie contrainte, elle est évidemment très importante, et notamment pour le Shift Project. On est convaincu que le collectif, il bouge aussi plus facilement quand on a une contrainte collective sur laquelle on peut tous s'aligner, y compris pour des enjeux de concurrence déloyale entre entreprises, hein, celles qui bougent en premier alors que les autres continuent à faire comme avant. C'est compliqué s'il n'y a pas une réglementation uniforme. Donc le levier réglementaire, il est extrêmement important, et après il est calibré effectivement avec les autres leviers. Donc sur cette étude en particulier, c'est le cas également. Je vais peut-être laisser un mot à Mathieu pour compléter une question précédente. Oui. Sur les deux questions, en fait, compléter, je disais que ce projet, je pris mon émotion au début, parce que ce projet pour nous est un premier test de ce vers quoi on souhaite aller au-delà. C'est-à-dire que contrainte, je ne sais pas, mais politique industrielle,
matérialisation d'une stratégie autour d'objectifs communs, absolument. Avec notamment les enjeux de structuration de filière, et les enjeux emploi-compétences. On démarre un projet emploi-compétences où on va essayer de matérialiser le fait que, en tout cas, le genre de problématique que vous évoquez. Et finalement, pour moi, pour nous, l'idée derrière, on a commencé à discuter notamment avec la région Bretagne, puis avec l'AFPA et l'ADEME, c'était de matérialiser le fait que sans incarner dans les territoires, sans alignement, je crois que c'est vous, M. Gérardin, qui avez employé cette expression, autour d'un cap commun, autour d'un intérêt commun qui est de laisser une planète vivable à nos gosses, on n'y arrivera pas. Et c'est vraiment ça, ce projet-là, le sens de ce projet-là, c'est un peu un ballon sonde de voir est-ce qu'on peut faire émerger du sens commun autour de cet objectif historique de décarbonation, à travers les filières, à travers les intérêts particuliers. Voilà. C'est pas pour rien qu'on a mis un phare. Il s'agit de s'aligner sur un cap. On va devoir s'arrêter là pour les questions parce qu'on manque de temps, mais merci beaucoup à toutes et à tous, physiquement à distance. Merci aux intervenants. Merci Yannick. Donc le webinaire s'arrête là. Vous pourrez accéder au replay sur Facebook juste après l'événement et sur YouTube dans quelques jours quand on l'aura monté et mis en ligne. Le support de présentation est déjà mis en ligne. Le rapport évidemment est accessible en format PDF et Word. Si vous souhaitez contribuer, commenter, enrichir les travaux, et c'est vraiment le but de ce rapport intermédiaire, n'hésitez pas. Vous avez toutes les informations sur notre site. Donc, pour les personnes qui nous suivent en ligne, merci beaucoup d'avoir tenu jusque-là et on se retrouve très vite.